Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir. Je suis Serge Alaoutou pour le décryptage quotidien de l'actualité. Maître Michel Ndoki, avocat au barreau du Cameroun, a passé la 34e journée internationale de la femme derrière les barreaux. Son engagement politique depuis 2014, d'abord au Cameroun People's Party, CPP, avant de rejoindre en décembre 2016 le mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC. Interpellée le 26 février dernier dans la région du Sud-Ouest et conduite par la suite à Yaoundé, c'est à la veille de la célébration de la journée de la femme que la vice-présidente des femmes du MRC sera écrouée à la prison centrale de Kondengui à Yaoundé, du fait, comme disait le sous-secrétaire d'État américain en charge des affaires africaines, pour des raisons politiques. Bien avant elle, Henriette Ekwe, à cause de son engagement politique, aura passé plusieurs mois en détention. Ce pendant la période qui a vu le Cameroun revenir à un système multipartisan. 34e journée internationale de la femme, femmes et engagement citoyen, madame, monsieur, c'est le fait du jour. « 34e journée internationale de la femme, femmes et engagement citoyen. Pour en parler ce soir, je suis en plateau avec, bien évidemment, 4 jolies dames. Bonsoir mesdames, je vais dire comme ça. Bonsoir. Voilà, bienvenue sur le plateau. Je commence par une qui est sûrement qui fait son baptême du feu. Elodie Ombaye Somo, bienvenue. Merci. Merci de me recevoir dans ce joli plateau. Voilà. Avec ces belles femmes en cette 34e journée de la femme. Voilà, vous êtes membre de la société civile, mais vous travaillez avec une icône du barreau du Cameroun, qui est le bâtonnier Maître Charles Tchunga. Depuis 15 ans avec le bâtonnier. Comment vous faites? Vous travaillez avec un homme. Je pense que je fais comme vous qui travaillez à Equinox. Oui. Je travaille avec un homme, certes, qui a un aura assez grand, mais je pense qu'en tant que femme, j'ai mon aura aussi. Oui. Et de ce fait, j'ai appris à le connaître, à le respecter, de même que lui aussi a appris à me connaître et à me respecter, non pas seulement en tant que femme, mais en tant que travailleuse et en tant qu'assistante. Ok. Bienvenue sur le plateau, Elodie. Merci beaucoup. Kedjera, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vous mesdames. Bonsoir. Et bonsoir aux téléspectateurs d'Equinox Télévision. Voilà, vous faites partie de la rédaction centrale, vous êtes journaliste à Equinox Télévision. Exactement. Voilà, bienvenue sur le plateau. Merci à vous de m'accueillir. Voilà, à côté de vous, Edith Kaban, voilà, Edith Kawala, bienvenue. Merci, bonsoir. Bonsoir à toutes les auditrices, enfin les téléspectatrices. Ah, vous avez exclu les hommes, ce sont les femmes qui regardent aujourd'hui. Oh là là, vous savez ce qui est très bien avec les femmes? Non. Nous, on n'oublie jamais les hommes. Donc, vous m'aurez laissé finir ma phrase, que vous aurez entendu, téléspectatrices et téléspectateurs. Voilà, merci. Voilà. Voilà, vous êtes la présidente du CPP, voilà, et aussi fondatrice du mouvement Cameroun Obosso. Absolument, Cameroun Obosso, Cameroun en avant, Cameroun en avant, qui est fondé depuis 2008, donc il y a plus de 10 ans aujourd'hui. Voilà, la langue que maîtrise parfaitement une autre invitée sur ce plateau, elle c'est l'honorable Marlise Doualapel. Bienvenue, honorable. Merci de m'avoir convié et j'espère que nous allons passer un bon moment ensemble. On l'espère vraiment, hein, entre femmes, il ne faudrait pas que ça ressemble à ce que les hommes nous offrent souvent. Voilà, merci d'être venu. Voilà, j'ai parlé du cas de Maître Ndoki, voilà. Elle est embastillée, je vais recueillir vos avis, hein, toutes les 4, la veille de la journée internationale de la femme. C'est un symbole? Qu'est-ce que ça vous a fait de voir une femme, pour son engagement politique, embastillée la veille de la 34e journée? Je commence par vous, honorable.
Ah, vous avez bien choisi. Hein. Je crois que c'est une coïncidence de calendrier. Oui. Je ne crois pas qu'il y ait eu une intention de le faire à la veille de la 34e édition de la journée des droits de la femme. C'est simplement pour moi une coïncidence. Maintenant, est-ce que ça doit revêtir une interrogation particulière? Je dirais non. Non, parce que Maître Ndoki est une combattante, est une militante engagée, est une activiste. Il n'y a aucune raison que les autres se retrouvent là où ils se retrouvent et que Maître Ndoki n'y soit pas. Parce qu'elle a quand même posé des actes qui, aux yeux de la loi, ont été qualifiés comme inacceptables. Ok. Kedja, votre avis là-dessus? Alors, moi, mon avis est assez simple. Mon avis est le suivant. D'arrêter cette grande combattante, on va l'appeler comme ça, à la veille de la célébration de la journée de revendication des droits de la femme. Pour moi, ça a tout son sens. Elle est arrêtée depuis le 26. Hein? Pour moi, ça a tout son sens. Elle est arrêtée le 26, mais on est à quelques jours de là, la célébration de cette journée. Elle est écrouée la veille. Exactement. Alors, moi, je fais partie de ceux qui pensent que seulement pour cette journée, seulement pour tout ce qu'elle représente, on aurait pu la laisser. C'était pas important de lui donner, de donner à son combat tout le sens qu'on a donné aujourd'hui, Serge Alain. Parce que qu'on le veuille ou pas, moi j'ai vu des images à la fois sur les réseaux sociaux qui m'ont été envoyées, des images des femmes arborant des t-shirts avec le visage de Michel Ndoki dessus. Je veux dire que... Aujourd'hui, je veux dire qu'on a pu finalement cette femme la transformer en héroïne, seulement en l'arrêtant. Et pour moi, on aurait pu faire autrement. Si on faisait ça le 9... Non, on aurait pu faire autrement. On aurait pu faire autrement déjà en ne l'arrêtant pas. Oui. Parce que jusqu'ici, on a fait une arrestation. Il s'agissait de mettre la main sur les personnes qui avaient marché. Oui. Et moi qui étais reporter sur le terrain le jour de la marche du MRC, nulle part j'ai vu Maître Ndoki marcher. Oui. Moi j'étais à l'hôpital général, nulle part je l'ai vu marcher. J'ai vu les autres, j'ai vu ceux qui ont été arrêtés, j'ai manqué de peu d'être arrêté moi également, mais je dis je ne l'ai pas vu marcher. Alors les informations qu'on a reçues sur la question faisaient état de ce que, ayant entendu sur les réseaux sociaux qu'on avait tiré sur Célestin Jamen, elle a décidé d'aller lui rendre visite à l'hôpital général. Et c'est comme ça que la reconnaissant, on s'en prend à elle. Donc moi je dis, on aurait pu faire autrement. On n'aurait pas dû l'arrêter parce que c'est un mauvais signal qu'on envoie. On envoie tout simplement aux femmes le signal selon lequel vous engagez en politique. Et bien, ça a vos risques et périls. On pourrait. Il faut préciser qu'elle n'est pas arrêtée à l'hôpital. Hein. Elle est arrêtée le 26 février. Serge Alain, elle n'est pas arrêtée à l'hôpital, mais on tire sur elle alors qu'elle s'en va rendre visite à Célestin Jamen. Et elle est arrêtée pour les faits qui se sont passés le 26. Le 26. Entre autres. Oui. Edith Kabangwala, sur cette, ce rapprochement, tel que dit Kedja, oui. Une combattante qui a embastillé la veille de la célébration de la femme. De la femme. Alors, je crois que en déposant, parce que comme vous dites, elle a été arrêtée la semaine dernière, et on l'a déposée effectivement à Kondengui hier. En le faisant, bon, pour moi, il y a deux symboles. Un, c'est que l'injustice est égalitaire au Cameroun. Il y a très peu de choses qui sont égalitaires, mais l'injustice, elle est égalitaire. Parce que c'est très, très important de souligner. Je crois que Kedja a commencé à le dire. Maître Ndoki n'était pas à la marche. Elle est allée s'enquérir de l'état de santé de son camarade. Elle se retrouve alors pourchassée. On tire sur elle. On tire sur une personne qui n'était pas en train de manifester. Par ailleurs, il y a une autre dame qu'il faut mentionner qui tenait une gargote dans laquelle Michel Ndoki s'est réfugié, qui elle aussi a pris une balle, qui elle aussi est à Kondengui à l'heure où nous parlons, et qu'on arrête alors Maître Ndoki quand elle est à la frontière.
Donc, on dit il y a une interdiction de sortie qui a été prise voilà, du territoire. Mais une interdiction de sortie n'est pas un mandat d'arrêt. Il faut être clair là-dessus. D'une part, elle n'est pas servie, c'est-à-dire qu'elle n'est pas notifiée de cette interdiction de sortie. C'est très intéressant parce que moi j'ai discuté avec Maître Sim qui a assisté Maître Ndoki dans sa déposition. Et qu'est-ce que lui-même Maître Sim découvre à la déposition? Que lui-même est interdit de sortie du territoire. Et il souligne que j'aurais pu être arrêté aussi puisque je ne sais ici que je suis informé que je suis interdit de sortie du territoire. Donc apparemment au Cameroun, on vous interdit de sortir du territoire. La personne concernée, l'État ne se sent pas obligé d'informer cette personne-là. Et encore que même quand vous êtes interdit de sortir du territoire, ce n'est pas un mandat d'arrêt. Donc, il n'y avait pas à arrêter Maître Ndoki. Elle s'est retrouvée être arrêtée et aujourd'hui, elle est écrouée. Donc, l'injustice est égalitaire parce qu'on l'a traité de la même manière qu'on a traité ses camarades hommes. Mais la symbolique du 7 mars ne peut pas échapper. Contrairement à Marlise Doualabel, je crois pas du tout à un hasard de calendrier. Notre gouvernement est extrêmement stratégique quand il s'agit de ce type de questions. Je crois bien qu'il s'agit d'un message aux femmes. Je crois bien qu'il s'agit d'un message aux Camerounaises où on dit voilà une qui a levé la tête, voilà une qui a combattu, voilà ce qui lui arrive. Mais vous levez la tête, Kawala. Pourquoi vous n'avez pas... Vous ne subissez pas le même sort? Kawala, c'est quand même depuis 2011 que... Voilà. Et pourquoi chez vous, ça ne se termine pas comme ça? Non, il faut faire attention. Oui. Kawala a déjà été mise au milieu de la route avec le camion à eau traîné sur elle. Kawala a déjà été kidnappée par son État du Cameroun. Kawala a déjà été arrêtée. J'ai arrêté de compter, je ne sais pas combien de fois j'ai été arrêtée. Donc, il y a bien de la constance dans la démarche du gouvernement, que à chaque fois que vous levez la tête, à chaque fois que vous n'êtes pas d'accord avec eux, et qu'ils se sentent menacés. Parce que, et ce qui est très intéressant quand on est de l'opposition au Cameroun, c'est qu'on ne sait pas où est la ligne. On n'a aucune idée de là où est la ligne. Au niveau local, on ne doit pas traverser. On n'a aucune idée. Parfois, vous faites quelque chose et vous dites, ah là, je m'attends à X, Y, Z. Rien ne vous arrive. Et puis, le jour où vous estimez que moi, j'ai été arrêtée par 2 fois dans le siège de mon parti, assise, en train de regarder un PowerPoint. Donc, personne ne pouvait dire que j'étais en train de troubler l'ordre public, que j'étais en train de faire quoi que ce soit. J'étais à l'intérieur du siège de notre parti, inviolable selon la loi, et on a été arrêté. Donc, c'est pour dire que ça, c'est la nature même de notre dictature. Il y a pas la ligne n'est pas claire, vous ne savez pas le moment où vous la franchissez, et l'idée, la communication qu'on veut faire aux femmes, aux hommes, aux Camerounais, c'est ne vous hasardez pas, puisque vous ne savez pas ce qui va vous arriver. Okay. Mais je suis très heureuse aujourd'hui, parce que non seulement il y avait des t-shirts de Maître Ndoki, mais pour beaucoup de femmes qui étaient en noir aujourd'hui et qui passaient des messages à travers les réseaux sociaux, beaucoup de messages avaient quelque chose à y voir avec Michel Ndoki. Donc c'est pour dire que malheureusement ça ne marche pas. Nos chers amis de Yaoundé, ça ne marche pas. On va continuer à lever la tête, on va continuer le combat et nous allons vaincre. Ok, Elodie, vous êtes d'accord que c'est le 7 mars, c'est un symbole, et un rapport avec la journée d'aujourd'hui, qu'on a voulu faire passer un message à toutes les femmes qui aimeraient lever la tête en envoyant Michel Ndoki à Konegui? Bon, ce que je peux dire, un symbole, c'est un peu trop dire. Oui. Je pense que en tant que femme déjà, c'est bien de lever la tête parce que toute personne doit s'exprimer, que ce soit homme ou femme.
Maintenant, dans le cas de Maître Ndoki, c'est une combattante, c'est une activiste. Et je pense que l'acte qu'elle a eu à poser, elle était consciente de ce qu'elle faisait. Elle n'a pas posé cet acte parce qu'elle est une femme. Elle a posé cet acte parce qu'elle avait ses convictions. Oui. Et elle a voulu comment on peut dire là, exprimer. Les exprimer. Merci beaucoup. Les exprimer. Maintenant, le fait qu'on l'ait arrêté, je pense qu'il y a eu un préalable. On ne va pas se lever un matin et dire qu'on peut arrêter Maître Ndoki. Elle n'est pas la seule qui s'est exprimée. Kawala bien dit qu'elle a eu à lever la tête. Je ne pense pas que vous êtes la seule. Donc, si on l'a arrêté, il y a eu un préalable, forcément. Bon, dans le cas tout à l'heure, là, vous avez dit qu'on ne l'a pas notifié, qu'elle devait sortir du territoire et tout. Bon, je ne suis pas dans les méandres de la justice pour savoir si elle a été notifiée ou pas. Mais je pense que être près de la frontière, c'est dire sortir, entre guillemets. On ne sait pas si elle voulait sortir ou bien si elle voulait rester. On ne sait pas. Donc, si vous êtes près de la frontière, forcément, on se dit que non, il y a une violation de cette interdiction. Interdiction dont vous n'êtes pas au courant, il faut préciser. J'ai bien précisé tout à l'heure là que je ne suis pas dans les méandres de la justice. Oui. Donc forcément, je ne suis pas le ministre de la Justice ou je ne suis pas le commissaire pour dire que bon, on est parti. Voilà. Je ne fais que parler des faits que je connais. Mais vous savez, je voudrais dire une chose, parce que depuis plusieurs jours, j'entends, on ne sait pas, il y a sûrement une raison, etc. Il faut qu'on fasse très attention. La justice n'est pas secrète. Pour qu'elle soit justice, elle ne peut pas être secrète. C'est-à-dire que, parce que quand justice est faite dans un pays, dans un État, quand justice est faite à un citoyen, c'est fait à l'ensemble des citoyens. Et quand il y a injustice vis-à-vis d'un citoyen, c'est une injustice vis-à-vis de l'ensemble des citoyens. Alors, pour qu'il y ait justice, c'est pour ça que le tribunal est ouvert et que les gens peuvent assister au tribunal. Il est très, très important que les choses soient faites de manière en respectant la loi et que cela soit su. Donc, si le gouvernement avait notifié Maître Ndoki, une notification de ce genre se laisse une trace. On ne dit pas, donc, immédiatement, quand Maître Ndoki dit « je n'ai pas été notifié », immédiatement, le gouvernement devrait dire « ah non, non, vous avez été notifié, voici la preuve que vous avez été notifié ». Il faut qu'on arrête au Cameroun avec... On suppose que, on se dit que le gouvernement aurait pu, etc., etc. La justice n'est pas secrète. La justice, pour qu'elle soit justice, doit être transparente. Ok. Je veux ajouter quelque chose, parce que je pense que je n'ai pas terminé. Oui, allez-y. Allez-y. Maître Kawala dit tout à l'heure que la justice n'est pas secrète. Pardon, excusez-moi. L'habitude. Quand on a tué des avocats, forcément. Ok, allez-y. Excusez-moi. Edith Kawala. Oui, Edith Kawala, je veux rectifier une chose. Je n'ai pas dit que la justice était secrète. J'ai précisé que je ne suis pas dans les méandres de la justice pour dire que j'étais là quand on l'a arrêté. J'ai bien compris. Donc, quand je vais revenir dans le symbolisme qu'on a voulu dire en arrêtant Maître Ndoki. Maître Ndoki, je respecte ses choix politiques. Je respecte son activisme. Et je suis sûre qu'elle respecte toute femme qui a ses convictions propres. Maintenant, dans le symbolisme, par rapport à la 34e édition de la Journée de la femme, je pense que c'est vrai. L'État sait ce qu'il fait. Peut-être qu'ils ont voulu faire un symbole. C'est à chacun qui va interpréter ça de cette façon. Mais moi, en tant que femme, c'est vrai, j'aurais aimé que, bon, qu'elle soit à l'extérieur, qu'elle célèbre comme nous, qu'elle soit sur cette table ronde. J'aurais bien aimé. Mais voilà, elle a été arrêtée. Vous avez dit tout à l'heure que c'est une coïncidence. Peut-être que c'était une coïncidence. Peut-être pas. Mais toujours est-il qu'elle est en prison actuellement. Et de ce fait, vraiment, je compatis. Okay. Honorable Marlise Doualabène, Edith Kawala dit que c'est un message qu'on a voulu lancer. Non, vous savez ces que femmes combattantes. Dans un environnement un peu compliqué. Oui.
politiquement compliqué. Oui. Et donc, on utilise dans les manœuvres que les différents acteurs mènent, on donne de l'importance à tel ou tel. Maître Ndoki est combattante. C'est moi qui l'ai dit d'abord. Mais combattante de quoi exactement? Du recomptage des voix? Elle est combattante de quoi? Parce qu'elle est militante d'un parti politique. Quand moi je l'ai appelée combattante, c'est que telle qu'elle voudrait être perçue, elle veut qu'on la considère comme quelqu'un qui mène une lutte, je ne sais pas, comme Winnie Mandela ou Nelson Mandela, enfin les grandes luttes quoi. Mais s'il s'agit des affrontements des partis politiques, ou alors de la lutte pour l'amélioration j'allais dire, des droits dans notre pays, bon, elle est combattante depuis 2016. Avant elle, il y a eu d'autres combattantes. Oui. Elle n'est pas plus combattante que Edith Kawala ou d'autres. Voilà. Donc je pense qu'il faut mettre un bémol. Oui. C'est vrai qu'elle a ce côté un peu star et qu'elle veut absolument être tête d'affiche. Ça m'embête d'en parler, excusez-moi, parce que nous sommes également dans un domaine où nous sommes dans un village. Et dans ce village, quelque part, les gens s'attendraient à ce que je la protège. Quand je dis la protéger, c'est-à-dire que ce ne soit pas moi qui la livre à la vindicte populaire. Donc, mais je voudrais quand même, parce que nous sommes aussi dans un terrain politique et nous n'avons pas les mêmes opinions et nous n'avons pas nous ne poursuivons pas les mêmes objectifs, je suis obligé d'en dire un tout petit peu. C'est pas quelqu'un de neutre. Ça, je pense que tout le monde le sait, c'est pas quelqu'un de neutre. Et c'est quelqu'un qui a choisi le show dans sa façon de s'exprimer dans l'arène politique. Vous avez suivi le problème qu'il y a eu dans ma concession au Parc des Princes, où elle a profité, ou alors où Valsero, dans un concert hip-hop, où Valsero était censé se produire pour des chansons. Moi, je connais les textes de Valsero. Je sais que c'est des textes durs, mais ça ne m'impressionne pas. Je dis c'est son opinion et il a le droit d'exprimer cela. Tant que Valsero reste dans son créneau, il n'y a pas de problème dans un concert hip-hop. Mais il invite Maître Ndoki et c'est Maître Ndoki qui se met à haranguer les foules en disant qu'à partir de maintenant, le MRC va passer à la vitesse supérieure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne les avait pas encore entendus. Et bien maintenant, on va les entendre. Et non seulement qu'on va les entendre, ils ont mis en place, elle interpelle les jeunes qui étaient devant elle. Vous êtes l'armée de la résistance. Enfin, ils ont un terme... La révolution. Pas de la révolution. De la résistance, quelque chose comme ça. Bon, et les jeunes, évidemment, surexcités. Ouais. Bon. Donc, quand on a posé un acte comme ça pour un avocat, qui sait très bien que quand on demande une autorisation pour un concert comme celui-là, le sous-préfet autorise à partir du motif qui a été présenté. Et mon époux, qui cède le Parc des Princes, le fait à partir de l'autorisation servie par monsieur le sous-préfet. Et maintenant, il y a changement de motif. On n'est plus dans le hip-hop, on est dans un meeting politique. Eh bien, mon mari m'a dit, je suis embarrassée, je n'aimerais pas avoir des problèmes. Et donc, on a demandé aux organisateurs d'arrêter. Et qu'est-ce qu'il ne s'est pas raconté dans les réseaux sociaux? Et je n'ai pas entendu ces mêmes journalistes qui soutiennent Maître Ndoki dire quand même que, bon, elle a quand même fait une sortie de piste. Ça ne se fait pas. En plus, elle était chez moi, j'étais assise, je regardais le spectacle. Et qu'est-ce que je devais faire entre nous? Donc, c'est pour dire que c'est quelqu'un qui va oser, qui va tenter à chaque fois de dépasser la norme ou le standard, simplement parce que il faut qu'elle se mette en avant comme l'avocat beurre. Mais je pense que au-delà de tout cela, ce que moi je retiens de notre débat, c'est que une femme, bien qu'elle soit femme, dès qu'elle est dans l'arène politique, elle est un acteur politique. Et c'est normal
que si elle se met dans une position qui de hors la loi, entre guillemets, ben, qu'elle subisse le même sort que les hommes qui étaient avec elle. Maintenant, ce que je dis, c'est que à tout ce monde-là, j'aimerais qu'ils aient la grâce du président de la République, parce que au fond, qu'est-ce que ça va rapporter en dehors de la crispation de l'environnement politique. Mais il faut qu'on admette tous, et c'est important que leurs amis le leur disent, qu'ils se sont exposés à un manquement de loi, et que la conséquence a été là, et ce n'est pas de l'injustice, contrairement à ce que dit Mme Kawala. J'ai l'impression... Kedja, une minute. Est-ce que, au regard de tout ce qui arrive, là, il y a le cas Michel Doki, ça vous encourage, vous, les jeunes femmes, à vous engager en politique? Ben déjà, il faut savoir que quand on parle d'engagement en politique, on ne devrait pas avoir peur de ce genre de choses. Oui. Voilà. Ce n'est pas aujourd'hui que ça commence, ce n'est pas au Cameroun non plus que ça commence. Une fois que vous entrez dans l'univers de la politique, dites-vous que vos idées ne vont pas forcément plaire aux personnes qui sont en face de vous. Et d'abord présent à l'esprit que vous pourrez peut-être faire de la prison. Ah oui. Et une fois que vous avez assimilé tout ça, je ne pense pas qu'il y ait quelque chose qui puisse vous déranger. Maintenant, je veux bien qu'on me dise que... j'ai l'impression que l'honorable est en train de qualifier l'arrestation, ou alors peut-être que le préalable qu'elle a eu avec Maître Ndoki est un tout petit peu ce qu'elle met en avant pour juger le fait qu'elle était arrêtée ou pas. Parce que je ne comprends pas... Ce sont les faits. Ce sont les faits, d'accord. Mais sur quoi est-ce qu'on se base pour l'arrêter? Vous ne savez pas, justement, c'est ça le problème. Je ne comprends pas. Je veux admettre qu'on parle de hors-la-loi politique. Je veux admettre qu'on parle de quelqu'un qui est pas franchi. politique, hors-la-loi par de rapport hors-la-loi tout la court. loi tout court. D'accord, Voilà. je vous l'accorde. On parle de hors-la-loi, on parle de quelqu'un qui a franchi les normes. Mais où est-ce que Michel Ndoki a franchi les normes? Je veux bien qu'on m'explique, en essayant de sortir du pays pour aller se soigner. Et encore que... Alors, on sort du pays par et encore idéal. Tous les jours, c'est une frontière. Vous voulez les statistiques sur le nombre de Camerounais qui sortent par cette frontière? Je ne veux pas de... Je ne veux pas. C'est une frontière. Permettez que je chute, je vous en prie. Je voudrais tout simplement... que vous simplement... passez, vous, pour aller à l'étranger. Moi, je ne sais pas où elle partait. Je ne sais pas où elle partait, mais je sais que Idenau est une frontière légitime. Elle n'a pas été arrêtée en clandestinité. Hein. Elle était à la frontière. Elle a présenté ses papiers. Elle n'était pas du tout en train de se cacher ou quoi que ce soit. En cachette, Idenau reste la partie la moins sûre. On sait que les côtes sont infestées. Je sais pas si on peut le dire comme ça. Des différents membres du pays. C'est la zone la moins sûre. Vous voulez décider. Maintenant, vous voulez décider. Mais écoutez, vous ne pouvez pas. On peut pas vivre dans ce pays si vous allez décider pour les gens. Tout à l'heure, vous voulez décider de son combat, quel combat elle doit faire. Vous voulez décider de quand est-ce qu'elle peut prendre la parole ou pas. Maintenant, vous voulez décider de quand elle voyage, par quelle frontière elle doit sortir. Mais attendez, honorable, c'est pas les lois que vous êtes supposé défendre là. Non, je suis pas de mauvaise foi. C'est vous qui avez, et c'est ça le problème. Vous, au lieu de mettre le débat, ce que Kedia est en train de demander, c'est quelle est la loi que Michel Ndoki a enfreint. Et cette question je n'ai même pas terminé, mesdames. Je pense qu'au-delà des échanges politiques, on devrait sortir d'ici avec quelque chose. Serge Ralin m'a demandé si tout ce qui se passe aujourd'hui encourage la jeunesse à s'engager dans la politique. Moi, je dis si on est vraiment engagé, ça devrait même être une motivation supplémentaire. Parce qu'on ne va pas en politique pour se faire de l'argent. On ne va pas en politique parce qu'on veut être une star. On ne va pas non plus en politique parce qu'on veut attirer sur soi tous les lauriers. On va en politique parce qu'on a des idées qu'on souhaite défendre. On va en politique parce qu'on a en face un système qui a peut-être des manquements qu'on souhaite corriger. Alors, si vous avez peur, Serge Ralin, de faire de la prison, ne vous engagez pas en politique. Ne pensez pas que vous allez vous lancer dans ce domaine pour être riche ou alors pour pouvoir faire des voyages à l'international, comme j'entends certains dire sur les réseaux sociaux. Quand on va dans la politique, quand on s'engage sur ce terrain, il faut être fort moralement. Il faut être capable de transmettre le bon message, parce qu'il y a ça aussi. On a l'impression aujourd'hui que nos politiciens sont juste là pour se déchirer, c'est à qui aura la parole de fin, la plus belle parole. Mais à côté, il y a une jeunesse qui vous suit. Quel est le message que vous transmettez à cette jeunesse? Est-ce que cette jeunesse se voit en vous? Est-ce que cette jeunesse est capable de vous accorder sa confiance? Moi, j'aimerais dire à nos femmes politiques qui sont en plateau aujourd'hui, qu'on a les législatives qui arrivent.
Les présidentielles, d'accord, c'est fini. On a les législatives, on a les municipalités. Et c'est le moment idéal pour jouer la meilleure carte. Pour montrer à la jeunesse, à la femme, tenons, on parle de la femme, pour montrer à la femme que ses conditions à elle seront prises en compte. Ce n'est pas en se battant sur Maître Michel Ndoki ou alors sur la façon à laquelle elle a été arrêtée qui va nous aider. Non, on est là pour la bataille, pour le pays. Ok. Edith Kawala, nous sommes là par rapport pour le 8 mars. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Vous avez demandé, pas pour mettre Ndoki exclusivement, vous avez demandé aux femmes de boycotter le pagne. Oui. Parce que ça ne va pas au nord-ouest et au sud-ouest. Oui. Et ce n'est pas nouveau. Vous êtes écarté de la présidentielle, toujours par rapport au même motif. Oui. Moi, j'ai circulé quand je venais au boulot aujourd'hui, je n'ai pas vu beaucoup de pagne. Vous êtes contente de ce qui se passe? Votre message est passé? Écoutez, je pense que, et là encore, pour aller dans le sens, c'est pas une question de est-ce que notre message est passé ou pas. Oui. Le fondamental, c'est comment vivent les femmes camerounaises aujourd'hui au Cameroun. Oui. Voilà la question essentielle. Et je crois que c'est très important. Je vais revenir un peu sur quelques questions que Kedia a soulevées. Parce que je pense qu'en tant que jeune, il y a quelques éléments fondamentaux qu'elle a un peu contournés. Oui. On ne va pas à des élections pour le plaisir d'aller aux élections. On va à des élections quand on s'est battu tous ensemble pour avoir des règles, pour avoir des élections qui sont crédibles. Au Cameroun, aujourd'hui, les élections ne sont pas crédibles. Ça, c'était votre combat en 2011, sur le code électoral. Absolument. Oui. Depuis 2011, et on a continué sur ce combat. Et je rappelais tout à l'heure qu'on m'a mis au milieu de la route et avec ce qu'on appelle le Mami Wata, oui. Pour moi toute seule. Et c'était pourquoi? Parce qu'on marchait pour le code électoral. Donc, il faut comprendre que on ne peut pas, vous ne pouvez pas nous dire, ah là voilà, les présidentielles c'est passé, c'était une catastrophe. C'était une catastrophe, nos présidentielles. Qu'est-ce qu'on fait donc? Et que là maintenant, ce qui est à faire, c'est que voilà, on va au municipal ou au législatif. Mais attendez, pourquoi les présidentielles étaient une catastrophe? Les présidentielles étaient une catastrophe parce que le problème qu'il y a au nord-ouest et au sud-ouest a fait que le nombre de morts en septembre et en octobre, c'est le nombre le plus élevé depuis que cette crise a commencé. Donc, on ne peut pas ne pas avoir réglé ça. Et puis, on dit maintenant, aux mêmes gens du nord-ouest et du sud-ouest, allez, voilà, on va à de nouvelles élections, allez vous faire tuer, tant pis pour vous. Il y en a d'un côté qui vont vous dire, n'osez pas sortir de votre maison. Il y en aura de l'autre côté qui vont vous dire, il faut absolument sortir pour voter. Et puis, battez-vous. Si vous laissez vos vies sur le carreau, ben, tant pis. Non, on ne peut pas. Et puis de l'autre côté, on dit le vivre ensemble, etc. On veut rester unis. Non. Il faut qu'on soit cohérent avec nous-mêmes. Ils vont élire des maires comment? Dans mon village à Bali, dans mon village à Pinine, dans la ville de Kumba, ils vont aller aux élections comment? Vous comptez avoir des maires à Douala et à Yaoundé, mais qu'eux, ils n'ont pas de maires? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Il faut, en tant qu'Africain, en tant que Camerounais, il faut qu'on apprenne à mettre les préalables. Il faut des préalables. On ne peut pas encore une fois aller à des élections sans avoir réglé le comment est-ce qu'une partie du pays pourra participer. L'élection, c'est pour chaque citoyen. J'y viens. Deuxième point qui est très important, on ne peut pas dire, voilà, on n'est pas là pour mettre Ndoki, elle est en prison, tant pis pour elle, etc. Non, on doit... Maître Ndoki est une citoyenne. Elle a participé à une élection. Marlise Douala-Belle et moi, on fait les plateaux ensemble depuis 2-3 jours, là, maintenant. Et ce qui est clair, c'est que vous connaissiez la position du CPP. Notre position était qu'il ne fallait pas aller aux élections.
après les élections, nous n'avons pas été et nous ne sommes pas pour le recomptage des voix. Mais nous n'avons pas à prescrire à une autre formation politique sa position. Si le MRC est pour le recomptage des voix, c'est de leur droit absolu. Et c'est ça qu'il faut comprendre au Cameroun. Les libertés fondamentales, ce n'est pas pour les gens avec qui nous sommes d'accord. Les libertés fondamentales, c'est pour tous les Camerounais. Et on n'a pas à dire, voilà, votre opinion politique va être X, et si ce n'est pas X, ben, désormais, après ça, vous êtes en danger. Non. Vous n'avez pas à dire aux gens ce qu'ils ont à dire politiquement, quelle est leur position politiquement. On a à construire un pays où chacun peut s'exprimer, chacun peut agir politiquement. L'interdiction des marches du MRC, l'interdiction des marches du MRC, c'est ça qui est à l'encontre de la loi camerounaise. Pourquoi? Parce que le Cameroun a signé des conventions au niveau des Nations Unies, au niveau de l'Union africaine. Et dans sa constitution, c'est circonscrit dans le préambule que nous avons le droit et les libertés politiques qui nous permettent de manifester, qui nous permettent de nous exprimer, etc. Cela doit être fait selon la loi. Mais maintenant, au Cameroun, qu'est-ce qu'on fait avec cette loi? On l'utilise pour dire, vous allez manifester pour quelque chose qu'on aime. Vous vous appelez Marlise Doualabel, vous allez manifester pour des choses qui nous plaisent. Et donc, on va vous encadrer, on va vous accompagner dans votre marche, on va stopper le trafic pour que vous puissiez marcher. Vous, Madame Kawala, vous dites des choses qui ne nous plaisent pas. Ça va à notre rencontre. Donc vous, interdiction de marche. C'est quoi le truc passe-partout là? Menace, trouble à l'ordre public, etc. Non. Et c'est contre ça. Et là, Kédia, je suis désolée, on n'a pas à vous impressionner en tant que jeune. Parce que moi, j'ai eu 54 ans il y a quelques jours, là. Ma vie, la majorité de ma vie est derrière moi. Donc, les jeunes doivent combattre pour qu'on ait un pays où chacun peut s'exprimer. Okay. On doit se battre pour les fondamentaux. Après ça, quand cette base est mise en place, là, vous allez nous demander en tant que politique, venez nous convaincre. Mais quand on vit encore dans un pays où son opinion politique peut faire à ce qu'on soit en prison du jour au lendemain pour rien du tout, non, je suis désolée, là c'est pas un combat politique, c'est un combat citoyen. Voilà, Elodie, justement sur, comme dit Edith Kawala, du jour au lendemain on peut se retrouver en prison. Est-ce que ça encourage les jeunes qui regardent les aînés, surtout chez les femmes? Ça encourage les jeunes à s'engager en politique? Bon, revenons aussi sur ce qui est arrivé à Maître Ndoki hier. Oui. Est-ce que ça encourage? Bon, je reviens sur l'engagement des jeunes en politique. Oui. Pour ma modeste personne, j'ai eu à observer que pour ces élections, il y a eu plus d'engouement qu'avant. Oui. Donc, je pense que déjà, c'est un pas. Déjà un avant, parce que si vous avez eu à remarquer, il y avait, je crois, des hommes, même souvent, ils ont le match sur les Champions League. Là. Oui. Mais pendant ces élections, même mon époux laissait le match parce qu'il fallait suivre les élections. Voilà, les élections présidentielles. Oui. C'est pour dire que ces élections ont quand même eu un apport bénéfique pour nous qui sommes population camerounaise. Parce que quand on dit jeune, on est jeune de 7 à 77 ans. Hein? Moi, j'ai 37 ans. Donc forcément, lors de ces élections, j'ai eu vraiment un intérêt particulier à suivre cela. Bon, maintenant, vous m'avez posé la question, est-ce que ça encourage les jeunes à suivre la politique? Pourquoi pas? À s'engager, hein, à s'engager. L'engagement. Mais bien sûr. Oui. Ce n'est pas aujourd'hui. Ce n'était pas hier. Il y a eu toujours cet engagement. Même, au regard de ce qui se passe, on a vu. Il y a toujours eu un engagement des jeunes. Oui. Mais seulement, il y avait ce mot. Quel intérêt ai-je? Voilà, il y a eu un désamour. Un désamour carrément. Quel intérêt ai-je? C'est les mêmes personnes que je vois à la télé. Ils disent les mêmes choses. Ils se combattent.
là-bas SIF, là-bas MRC, là-bas CPP, ils sont toujours en train de faire les tirements. Bon, franchement, je n'ai rien à suivre. Bêta, je vois mon match. Moi, c'est mon avis. Mais après ces élections, je n'ai pas dit que tous les plateaux étaient... Mais après ces élections, il y a eu un intérêt, un engouement. L'autre jour, je m'excuse, l'autre jour, j'ai eu à perdre ma carte. Je suis partie pour me réinscrire, pour qu'on me donne encore des livres. Il y avait des jeunes qui sont partis pour s'inscrire. Ils disent que non, il y a les prochaines élections, je veux m'exprimer, je veux qu'on entende ma voix. C'est pour dire qu'il y a quand même déjà un engouement des jeunes. Et avec la série d'arrestations. Maintenant, avec la... Oui. Parlons maintenant de la série d'arrestations. Quand il y a manifestation, je pense qu'il y a quand même une loi. Qu'on le veuille, ou qu'elle nous plaise ou pas, nous avons accepté ces lois. Nous sommes Camerounais avant tout. On n'est peut-être pas d'accord, mais nous les avons acceptés déjà en étant Camerounais. Nous sommes des citoyens camerounais. Et un État ne peut pas gérer toute une société sans qu'il y ait des préalables, sans qu'il y ait des lois, sans qu'il y ait des constitutions. Maintenant, on n'est pas d'accord. D'accord, il n'y a pas de problème, on peut ne pas être d'accord. On s'exprime. Maintenant, alors si on s'exprime et que ça va en encontre de la loi, il y a des sanctions. Ok. Honorable. Oui. Sur cette... est-ce que ça encourage la jeunesse vraiment? Mais la jeunesse... Avec la série d'arrestations, on a vu la semaine dernière, le MRC a voulu faire encarter des jeunes, mais la police a sauté. A suivi les femmes du MRC qui ont voulu faire un investissement humain, qui ont été arrêtées. Est-ce que tout ça encourage? Je ne sais pas si ça encourage ou pas, mais je pense qu'ils sont courageux, les jeunes. Oui. Autrement, ils n'iraient pas tomber dans la Méditerranée. Donc, ils ont suffisamment de courage et l'envie de gagner, l'envie de vaincre. Donc, ceux qui choisissent ces chemins difficiles, bon, il y en a, mais il y en a d'autres qui rêvent d'un Cameroun qui sera à l'image de ce que ils veulent. Je leur dis, ils ont toute leur place dans tous ces partis politiques. Chacun va choisir son parti politique et il va y militer sérieusement. Ce qu'il faut savoir, c'est que la loi, comme disait Elodie, que la loi soit bonne ou pas, il faut la respecter. Parce qu'autrement, c'est l'anarchie. La loi ne me plaît pas, alors je ne fais pas. L'autre dit, la loi ne me plaît pas. Vous avez dit que vous n'avez pas vu beaucoup de femmes avec les pagnes. Je ne sais pas à quelle heure vous êtes sortis de chez vous. Mais vous avez vu beaucoup de femmes en noir. Regardons sur ce plateau. Est-ce que vous avez vu beaucoup de femmes en noir? Regardons sur le plateau. Pourquoi elles sont pas intervenues? Dites-moi. Oui. Est-ce que vous avez vu beaucoup de femmes en noir? Et puis, moi, je pose la question. C'est puis il y a quelqu'un une jeune qui m'a dit, oui, mais si j'ai entendu que Madame Kawala a dit qu'il faut qu'on se mette en noir. J'ai dit, oui, elle a le droit d'avoir une opinion et de penser que ça peut être une expression valable. Mais moi, je dis non, on ne va pas se mettre en noir, parce que si on se met en noir maintenant, on va enlever le noir là-bas. Il y a un jour, qui est le 8 mars. Ce jour est un jour important pour les femmes, parce qu'il permet aux femmes de faire le bilan de ce qu'elles ont obtenu jusqu'aujourd'hui et de mesurer le gap qui les sépare de l'objectif qui doit être atteint. C'est un jour important. Maintenant, chez nous, les Douala, par exemple, quand il y a un deuil dans la famille, comme nous avons nos deuils au nord-ouest et au sud-ouest, et qu'il y a un mariage, qu'est-ce qu'on fait? Chez nous, les Douala, on dit on couvre le deuil. Et on célèbre le mariage. D'abord. On célèbre le mariage parce que la vie continue. La vie ne s'arrête pas. Maintenant, cela ne nous donne pas le droit de fermer les yeux ou de faire semblant de ne pas comprendre ce qui se passe. C'est une détresse qui n'a pas de nom et pour laquelle, je l'avoue, et j'ai déjà eu à l'avouer ici, je suis mal avec ça parce que je ne vois pas ce que j'ai fait. En dehors d'aller dans les groupes de prière où on prie, jusqu'à présent, Dieu ne nous a pas encore écoutés. Je ne sais pas si c'est nos prières qui ne sont pas bonnes ou pour l'instant, Dieu préfère que les choses se déroulent, j'en sais rien. Mais pour moi, en tant que femme politique, j'estime que je n'ai rien fait qui me donnerait raison demain. Qu'est-ce que tu as fait? Quelqu'un me posera la question, Marlise. Quand ça s'aggravait et quand les familles se déchiraient, parce que ce sont des familles qui sont en train de se déchirer là-bas, les sécessionnistes qui sont pour la lutte armée et qui sont en train de tuer, ils tuent qui? Ils ne nous tuent pas. La preuve,
Quand ils sont en difficulté, là-bas, nos frères anglophones, ils viennent à Yaoundé, ils viennent à Douala. Si vraiment il y avait génocide et que les francophones voulaient exterminer les anglophones, ils ne viendraient pas se réfugier à nos côtés. C'est parce qu'ils savent très bien que ce combat n'a rien à voir avec un combat génocidaire. Voilà, merci. Donc, ouais. Un journal. Ah, d'accord. Vous voulez pas qu'il y ait un journal aujourd'hui? Non, allez. Et c'est une qui présente le journal, hein. Comme tous les vendredis. Nadine Yambou. Nadine Yambou, bonsoir. Nous sommes vendredi. Exactement, bonsoir, c'est Jean Léoto et bonsoir aux invités d'Equinorsoir. Voilà, comme tous les vendredis, Nadine Yambou, au menu ce soir. Alors ce soir, nous vous donnerons quelques échos de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes. Il faut déjà dire, Jean Léoto, que contrairement aux années antérieures, l'édition 2019 n'a pas connu une effervescence populaire dans la région du littoral, de l'Ouest et même dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest Cameroun. Très peu de femmes avec le cœur à cette célébration, ceci en raison des violences et tortures que subissent des femmes ainsi que des enfants dans les régions anglophones. Elles interpellent donc le chef de l'État, Paul Biya, à trouver dans l'urgence des solutions à cette crise. Et toujours concernant cette journée, nous parlerons de cette Camerounaise, Aïssa Doumara, qui s'est brillamment illustrée sur la scène internationale dans son combat contre les violences faites aux femmes. Elle a reçu ce jour à Paris le prix Simone Veil, créé par le président français Emmanuel Macron. C'est donc tout pour le moment, c'est Chalin Auto. Voilà, Nadine Yambou va développer pour nous tous ces titres dans le 20h qu'elle va présenter comme tous les vendredis. D'ailleurs, quant à moi, je serai toujours en charmante compagnie, nos 4 invités ce soir. Et tout de suite, madame, monsieur, place à la pause journal. Retour sur le plateau Equinox ce soir, toujours en compagnie de Elodie Ombaï Somo, Marlise Doualabel, Kedia et Edith Kawala. Nous avons vu, Edith, je commence avec vous, nous avons vu ce cri de cœur des femmes pour ce qui était de la célébration au niveau de la place de la BCK. Nous sommes à Douala et demandent, elles appellent le chef d'État à trouver des solutions pour la crise anglophone. Vous, par contre, vous avez demandé aux femmes de se mettre en noir pour cette journée. Vous êtes en noir. Est-ce que ce n'était pas la meilleure tribune avec le représentant du chef d'État dans la région littorale, assis en bonne place? C'était pas la meilleure tribune pour faire passer des messages que de rester à la maison, bien s'habiller, se vêtir en noir? Bon, d'abord, on n'est pas du tout resté à la maison. On était en noir, avec beaucoup de femmes. On a fait plusieurs réunions aujourd'hui, plusieurs rassemblements avec des femmes qui étaient en noir, qui revendiquaient la même chose. Je crois que à la fin, on tend vers la fin de cette journée et j'éprouve énormément de satisfaction parce que on a vu les femmes camerounaises pour ce 8 mars faire un pas. Elles ont fait un pas, elles ont dit la fête c'est bien, c'est-à-dire loin de moi l'idée de ne pas célébrer le fait d'être femme ou de ne pas célébrer les femmes. Il faut absolument les célébrer, mais on avait détourné cette journée, qui est une journée internationale des droits de la femme, qui est une journée de revendication. On l'avait détournée en une journée tout simplement de fête. Et ce 8 mars, on a vu des Camerounaises qui ont dit, écoutez, on a des choses plus importantes, on a des choses qui nous interpellent, on a des choses qui exigent qu'on marque cette journée autrement. Et ça, je trouve que c'est un pas extraordinaire pour les femmes camerounaises. Moi, je voudrais féliciter. J'ai vu surtout vos consoeurs, c'était avec beaucoup de... c'était avec beaucoup de surprise et beaucoup de plaisir que j'ai vu énormément de femmes journalistes en noir avec un message pour dire voilà, ça ne va pas. Parce que on a demandé aux femmes de boycotter les événements officiels, de boycotter le pagne pour passer un message et d'être en noir en solidarité avec 3 groupes de femmes. D'abord, la vidéo de 2 femmes, une jeune fille et un bébé qui ont été
assassinés de manière extrajudiciaire par notre armée, donc en notre nom, à l'extrême nord. Nous exigeons toujours justice pour ces femmes. Deuxièmement, les femmes du nord-ouest et du sud-ouest qui souffrent énormément. Et troisièmement, les femmes activistes politiques, activistes de la société civile qui sont incarcérées. Il y a 7 femmes anglophones qui sont incarcérées depuis plus de 2 ans. On ne sait pourquoi. Il y a parmi les 150 membres du MRC, de la coalition MRC qui sont incarcérés, une douzaine de femmes. Donc, on voulait marquer notre solidarité et je dois dire que pour nous, cette journée est une victoire énorme. Bien sûr, ce que nous, on souhaitait, c'est voir une vague de noirs. Hein. On souhaitait ça. On n'a pas eu cette vague de noirs, mais on a eu des femmes qui ont dit on doit réfléchir autrement. On doit mettre la condition de la femme en avant. Et on a eu un nombre, tout à l'heure en venant ici, je demandais à mon équipe sur les réseaux sociaux, ça dépasse 1000 femmes qui étaient en noir aujourd'hui pour dire non. Dans les réunions auxquelles j'ai assisté, les 3-4 réunions auxquelles j'ai assisté, c'est dans la ville de Douala, ça faisait plus de 500 femmes. Pour nous, c'est une réussite énorme et c'est surtout ce message que les femmes camerounaises, c'est pas seulement le cabas, c'est pas seulement la fête, bien qu'il faut fêter la femme, mais en ce moment précis, c'est sérieux, c'est grave, et les femmes disent il faut s'arrêter, il faut régler les problèmes. Ok, honorable Maryse Doualabel, vous également, vous êtes sorti, il y a eu le défilé, mais on a quand même vu dans le reportage, le problème reste, il y a le malaise du nord-ouest et du sud-ouest. Vous êtes allé défiler, vous avez mis le pagne, pas vous, toutes les femmes qu'on a vues, mais vous évoquez quand même ce qui se passe dans le nord-ouest et le sud-ouest. On interpelle les femmes, interpelle même le chef de l'État. Mais moi, je ne comprends même pas votre question. Est-ce qu'on peut avoir une guerre comme celle-là et les femmes ne s'arrêtent pas pour en parler? Non, c'est comme s'il y avait deux Cameroun. Non, parce que les autres ont choisi de ne même pas. Oui, les autres ont choisi. C'est parce qu'elles sont majoritairement dans un camp qui est dans la manœuvre politique pour compliquer la vie au RDPC, point barre. Mais ce n'est pas parce qu'elles ont plus mal que les femmes qui ont défilé aujourd'hui. Si, nous, on n'a pas commencé aujourd'hui. Attendez, excusez-moi, Madame Kawala. Et on a été sur le terrain. Hein? Oui, il y a quand même des différences fortes et importantes. Je peux continuer. Allez-y, Honorable. Je n'ai pas vu de vague noire, peut-être que c'était dans les WhatsApp qu'elles étaient en noir, mais moi j'ai pas vu de vague de noir. J'ai pas vu de réunion. Il y a des réunions que vous avez montrées ici. J'ai vu Madame Doko qui animait. Oui, vos amis sont journalistes et elles étaient en noir. Elles devaient nous mettre quelques images pour montrer combien votre mot d'ordre a fonctionné. Donc, je veux dire qu'il y aura toujours des opinions différentes. Et le Cameroun n'est pas fait que des gens qui pensent comme vous. Le Cameroun est aussi fait des gens... Voilà. Et nous, on n'arrête pas les gens qui ne pensent pas comme nous. On les laisse parler. En tout cas, pour l'instant, ceux qui sont arrêtés sont ceux qui n'ont pas respecté la loi, pour moi. Maintenant, Madame Kawala, je voudrais vous dire quelque chose de très précieux. Je pense qu'il ne faut pas cracher sur tout le travail que nous avons abattu ensemble, en tant que femmes. Vous, dans votre couloir, moi, dans le mien, pour aboutir à des améliorations qui sont palpables, perceptibles. Cela n'empêche en rien que le combat continue pour que les préoccupations qui n'ont pas encore été adressées comme il faut, ou alors qui n'ont pas eu de réponse, le soient. Par exemple, le problème de la mortalité de la femme en couche. Ça, c'est un problème qu'il va falloir qu'ensemble, qu'on porte pour que le gouvernement et plus précisément le ministère de la Santé se penche sur cette question et trouve une solution. Donc, ne crachons pas sur tous les efforts que nous avons eu à faire, femmes politiques, les dirigeants, la société civile, pour arriver là où nous sommes. Deuxièmement, je pense qu'il faut toujours dissocier
un peu les choses. Pourquoi je le dis? Parce que je sais très mal quand j'entends certaines télévisions ou certaines radios raconter l'histoire du Cameroun, telle qu'elle est contemporaine du Cameroun. Parce que, généralement, ils occultent la réalité et présentent un portrait qui est, j'allais dire, noirci. On peut avoir des choses qui ne fonctionnent pas comme il faut. On doit les relever, je ne dis pas non. Mais on ne peut pas se permettre de raconter une histoire et la dépeindre d'une couleur qui ne convient pas. Et l'autre chose qui est également grave et qui est encouragée dans les réseaux sociaux, c'est cette espèce d'attitude que nous adoptons pour salir notre pays à l'international. Et généralement, ah oui, et généralement, nous faisons appel à l'international pour des questions qui nous concernent. Moi, j'estime que ne serait-ce que par dignité, nos questions, on doit trouver les réponses à nos questions ici. Et si on n'y arrive pas? Parce qu'on a déjà la preuve, ma chère amie, on a déjà la preuve que l'international ne nous veut pas que du bien non plus. Autrement, il ne se poserait pas tous les problèmes que nous avons avec nos anciens colons, avec la Banque mondiale, Non, ils sont pas Dieu. Ils ont également des problèmes endogènes chez eux qu'ils essayent de résoudre. Donc, ils n'ont pas toutes les réponses à nos questions ou à nos préoccupations. Donc, on peut les écouter parce que nous sommes un peuple ouvert, mais on ne peut pas les prendre pour référence. Ils ont dit ils pensent que chez eux c'est le paradis. Non. Donc, trouvons nos solutions ici. Et les jeunes, engagez-vous. Parce que aussi, j'ai constaté une chose, les jeunes, pardonnez-moi, il y a comme une sorte de tentation à aimer les résultats rapides, à aimer les victoires faciles, à aimer comme aujourd'hui, on n'est rien, on joue au football, on est déjà dans les Lamborghini, on appelle ça quoi? Les Lamborghini, on est déjà dans... Tout le monde, à un moment donné, pense donc qu'on peut, comme ça, du jour au lendemain, partir de rien et devenir, oui, ça existe, mais c'est des étoiles. Serge, alors, je ne peux pas laisser dire ça sur ce plateau, parce que j'estime que je suis la voix de la jeunesse. Oui, allez-y. Je ne peux pas laisser dire que les jeunes sont tentés par les victoires ou alors les réussites faciles. Pourquoi? Parce que peut-être que l'honorable fréquente ou alors est entouré des jeunes qui ne bossent pas suffisamment, Serge Alain. Moi, je connais des jeunes qui triment sous le soleil, honorable. Ben, j'en connais aussi. Parce qu'ils sont allés à l'école. Ils ont trimé pour payer leur école. J'en connais également. Les parents se sont endettés pour qu'ils aillent à l'école. Ils ont des diplômes qui leur permettent de prétendre à un emploi, mais non pas cet emploi, sont obligés de faire de la moto, le col boss, les salons de coiffure et autres. C'est des jeunes qui travaillent tous les jours, qui sont contents de sortir de chez eux. Et que j'apprécie énormément. On ne va pas les généraliser non plus et on dire que les jeunes sont c'est vrai. chercher des raccourcis. Mais j'ai été recruteur pendant 30 ans et j'ai vu les CV des jeunes et je peux vous jurer que les jeunes ne se comportent plus du tout. Ils n'ont plus la même relation avec le travail que nous, on a. Mais où est-ce qu'on fait les CV s'il n'y a personne qui vous donne votre chance? Nulle part. Non, je parle il y a des jeunes qui veulent travailler. Il y a des jeunes qui ont du potentiel. Excusez-moi, quand je mais dis... à chaque fois, on leur demande l'expérience professionnelle. Comment ils la font? Non, c'est pas de ces jeunes-là que je parle. Je parle de ces jeunes qui, 6 mois à Orange, parce qu'on vous a proposé 200 000 francs de plus à MTN, vous allez à MTN, après on vous a proposé chez BAT, vous allez chez BAT, et je passais mon temps à leur dire, écoutez, il faut d'abord capitaliser, il faut acquérir les compétences de base, qui vont vous rendre donc cette ressource qui est recherchée. Mais si vous réagissez à chaque fois simplement parce que vous avez vu un titre, quelque chose par exemple, vous les journalistes, je ne sais pas combien vous gagnez, mais je vois comment vous trimez, comment vous travaillez, parce que vous voulez d'abord vous faire un profil de grand journaliste. Après, vous allez maintenant vous battre dans le monde pour trouver des postures ou des postes qui conviennent à votre gabarit. Mais croyez-moi,
c'était pas pour être péjoratif par rapport aux jeunes. Je voudrais qu'ils l'acquièrent aussi, que le travail est quelque chose d'important et qui vous permet de vous construire et de vous structurer. Ok, je pense qu'on a très bien compris cela, mais vous n'allez pas aussi faire comme si vous ne savez pas ce qui se passe dans les multinationales, ce qui pousse les jeunes à partir. On le sait tous, on en parle même. Il y a des propositions indécentes qui sont faites, mais de toutes les façons, j'estime que c'est pas véritablement ça le sujet de ce soir. Ce soir, on parle de la femme, et c'est vrai qu'on a parlé de la femme du nord-ouest, du sud-ouest, on a parlé des déplacés internes. Moi, j'en connais aujourd'hui qui sont réduites à faire le travail de ménagère, jeunes filles au père pour 10 000 francs CFA, qui sont traitées comme des chiennes dans leur propre pays. J'en connais qui sont aujourd'hui obligés de vivre dans des pays étrangers parce que dans leur propre zone de résidence, c'est l'insécurité. J'en connais qui sont dans la broussaille, qui n'ont même pas la possibilité d'avoir une serviette hygiénique. Mais que font les autres femmes? Je ne sais Pourquoi pas. restent-elles silencieuses? Pourquoi se retrouvent-elles en train de festoyer? Et au-delà, honorable, au-delà, il y a que les 6 derniers mois ont été très durs pour la femme au Cameroun. Je ne vais pas revenir sur le cas Mimi Mefo. Je ne vais pas revenir sur le cas de Germaine, la petite fille de 12 ans qui s'est retrouvée enceinte de suite d'un viol. Je ne vais pas revenir sur le cas de Fortune, la petite fille de 10 ans qui est décédée à Yaoundé parce qu'elle a été violée à répétition par son beau-père et qui finalement a chopé un cancer du col de l'utérus. Elle en est morte. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la femme a beaucoup souffert pour qu'on soit encore là à se déchirer sur les affaires de pagne, sur les affaires de journée internationale de la femme. Qu'est-ce que vous proposez par rapport à la petite fille violée? Qu'est-ce qu'il faut faire? Par rapport à la petite fille violée, parce que la loi l'interdit, la loi est là. Responsabilités honorables. On a pris nos responsabilités, on a fait ce qu'on avait à faire à notre niveau, mais c'est pas tout. Il faut un cadre sain pour tous les petites filles du Cameroun, exactement, pour toutes les petites filles du Cameroun. Quand on va au-delà, aujourd'hui encore, dans le Grand Nord, il y a des filles qui sont excisées. Aujourd'hui encore, il y a des femmes qui, lorsqu'elles réfléchissent qu'elles vont quitter du travail pour arriver chez elles, mais c'est la peur parce qu'elles sont battues. Aujourd'hui encore, on l'a vu dans le journal de Nadine Yambou, il y a des veuves qui ne sont même plus capables de se considérer comme un être humain parce qu'elles sont traitées comme des chiennes. Je pense que nous, les femmes, on doit se lever pour ça. On est quand même majoritaire. Mais nous sommes structurés on est majoritaire dans ce pays. Comment comprendre qu'on soit toujours celles qui sont oppressées, qui sont opprimées, alors qu'on a la possibilité de se lever? Moi, je mets les femmes au défi. Je mets les femmes au défi de se mobiliser pour une cause et de voir comment cette cause-là échoue. Okay. J'aimerais bien les voir faire et ne pas réussir plus tard. Mais au lieu de ça, ben là où on va parler de commérage, c'est là où vous allez trouver les femmes. Là où on va parler de déstabilisation d'autres femmes, c'est là où vous allez trouver des femmes. Mais qu'est-ce qu'on fait pour ne pas s'unir, pour ne pas avoir un combat, un même combat, et dire non à cette barbarie qu'on subit au jour le jour au Cameroun? Voilà, Elodie, sur ce plateau, il y a 2 camps, mais comme j'ai dit, le dénominateur commun, le problème reste les souffrances de nos mères, nos sœurs dans la région nord-ouest et sud-ouest. Certains ont choisi d'aborer le pain, de défiler, de célébrer ça à leur façon. D'autres, c'était en noir, mais il y a quand même un problème. La femme du nord-ouest souffre, et celle du sud-ouest. La femme en général souffre. Oui. Elle souffre dans son corps, elle souffre dans son esprit. La femme du nord-ouest et du sud-ouest souffre parce que c'est une région en guerre. Oui. Donc c'est ça qui attire plus notre attention en ce moment. Mais faudrait-il attendre le 8 mars pour dénoncer cela? Voilà. Est-ce que c'est cette journée-là qu'il faut s'exprimer, qu'il faut crier? Il faut s'exprimer tous les jours. Il faut le combattre tous les jours. Est-ce que quand on dit que non, il faut faire l'association, il faut s'habiller en noir? On a vu des femmes au sud-ouest descendre, elles se sont assises. Elles ont pleuré, oui. Le gouverneur au Kaliabinaï, ça n'a toujours rien donné. Mais il y en a aussi qui font la cuisine au gala. Non, c'est pour dire que pour qu'il y ait paix, il faut qu'il y ait entente, il faut qu'il y ait dialogue, il faut qu'il y ait conciliation entre toutes les parties. J'ai bien compris le cri de cœur et je partage ce cri de cœur. J'ai eu à côtoyer ces femmes anglophones. J'ai eu à embaucher certaines. Mais c'est vrai que, comme on dit souvent, que certaines ne puissent pas, elles deviennent ménagères pour 10 000 francs, comme elle a dit. Mais il y a d'autres aussi qui viennent pour vous spolier. Parce que je ne les en veux pas, parce que je comprends. Elle n'a rien. Elle cherche de quoi gagner un petit pain. Peut-être que son fils est malade ou son mari, je ne sais pas, est malade. Et peut-être qu'elle gagne peu et elle veut prendre cela. Je vais prendre un exemple personnel. J'ai eu un jour à chercher à avoir une nounou pour mon dernier fils.
Je suis partie voir, je me suis adressée à une agence, on m'a proposé une jeune fille. Je lui ai dit que, ok, moi je ne suis pas compliquée. Tout ce que je veux, c'est que tu suives mon fils. Tu n'as pas besoin de faire la cuisine et quoi que ce soit. Non, non. Tu t'occupes juste de mon fils, le temps pour moi d'aller au travail et de revenir. C'est tout ce que tu as à faire. Vous savez ce que la fille, elle m'a dit? Que, madame, pour garder votre fils ici, de 1, me donnez d'abord 50 000 francs. J'ai dit que oui, j'ai compris. L'autre exigence, oui madame, je commence le travail à 10 heures. J'ai dit, j'ai compris. Ensuite, madame, il faut qu'à 15 heures, je sois partie. Il n'y a pas que ce type de fille. Hein. J'ai pris un exemple concret. Je n'ai pas généralisé. D'accord. J'ai pris un exemple parce que je l'ai vécu. Je lui ai dit, ma fille, tu ne sais pas combien je gagne. Tu ne sais pas à quelle heure je pars au travail. Mais si tu veux travailler, sache que moi, je ne pars pour travail à 10 heures. Je te propose même plus. Viens habiter chez moi. Montre-moi tes parents, s'ils sont là. On fait un engagement. Et si tu veux retourner à l'école, je prends l'engagement. Je prends cet engagement. Et s'il le faut par écrit. De mettre ton argent de côté pour que tu partes à l'école. Vous savez ce que cette jeune fille m'a dit? Non, maman. Je veux le passeport pour partir. C'est pas de sa faute non plus. Je ne jette la pierre à personne, mais je parle des faits. On les plaint, oui. Et je les plains beaucoup. Ah, c'est un cas. Elles souffrent parce qu'on tue leurs frères, on tue leurs fils. Il y a un autre cas. Ce n'est pas la seule. Il y a une autre. Oui, mais les cas individuels, Donc, je suis désolée, mais c'est... Oui, c'est vrai, vous allez dire que... Hein, mais il faut bien des cas individuels pour qu'on généralise après. Non, excusez-moi, on a parlé d'une mort d'une jeune fille qui est morte. Ça me fait mal d'entendre, je ne supporte même pas ça, d'entendre qu'un enfant est mort. Parce que ça m'interpelle. Parce que nous, les femmes, nous sommes les mères de l'humanité. Nous sommes censés protéger, encadrer nos enfants. Et les hommes sont là juste pour jouer leur rôle d'homme, comme d'habitude. Mais pour moi, je condamne, ce que moi je condamne, c'est qu'il ne faut pas qu'on attende la 34e, le jour de la journée de la femme pour dire que, pour se prononcer. On peut se prononcer même hier, mais avant-hier. C'est pas aujourd'hui. On va dire que non, je veux porter l'habit noir, ou bien qu'aujourd'hui, non, je veux porter l'habit du 8 mars, on sait que c'est la journée de la femme, on va me voir avec l'habit du mois. Je vais dire que non, je pleure chaque jour, je me plains chaque jour. J'ai ma petite sœur qui vit à Boya. Elle me dit que chaque jour, quand elle se réveille, elle entend les coups de feu. Je suis interpellée par tout ceci. Mais moi, je n'attends pas ce jour pour m'exprimer. Je cause tous les jours avec mes sœurs, même avec des inconnus. Avec elle un peu. J'intègre les associations pour aller m'exprimer. Je dis que non, oui, je suis là, je vous écoute. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider avec mes modestes moyens? Ok. Oui, je crois qu'il est... ne partons de seulement le 8 mars pour montrer sa solidarité. Je ne me sens pas du tout interpellée par ça. Je crois qu'il y a beaucoup de femmes qui s'expriment tout au long de l'année et que c'est pas du tout... alors, ce que je voudrais dire quand même, c'est qu'on occulte quelque chose depuis qu'on discute des questions de la femme. C'est comme si les femmes camerounaises vivaient dans un vacuum. Hein, comment on dit ça en français? Non, dans un vide. Voilà. Nous vivons dans un pays, ce pays est gouverné. Et les problèmes dont nous parlons, c'est des problèmes de gouvernance. Tout à l'heure, il y a eu un échange sur le chômage des jeunes et comment est-ce que ces jeunes gèrent leur chômage. Donc, moi, je suis contente que Marlise connaisse des jeunes qui vont de MTN à Orange, à BAT, etc. Ce n'est pas la réalité camerounaise. Au Cameroun, 90% des personnes qui travaillent le font dans l'informel. Ça, c'est la gouvernance qu'a produit 37 ans du RDPC. Qu'il n'y a pas de travail formel au Cameroun. 9 sur 10 Camerounais qui travaillent dans l'informel. 75% des personnes qui travaillent sont en situation de sous-emploi. Ça veut dire que soit
ils n'ont pas suffisamment d'heures de travail pour subvenir à leurs besoins, soit ils sont nettement plus qualifiés que pour le travail qu'ils sont en train de faire. Et c'est ça qui crée le désespoir. C'est ça qui fait que la jeune fille veut un passeport. Les enfants ne sont pas fous pour se mettre dans la Méditerranée. Ils sont pas malades pour se mettre dans pour prendre ces risques-là. Ils prennent ces risques-là parce que ils vivent dans un pays qui ne leur donne pas d'espoir, qui ne leur donne pas d'opportunités d'emploi et qui ne leur permet pas d'avenir. Les statistiques que je viens de vous citer sont les statistiques du gouvernement du Cameroun. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, on a parlé ici des problèmes de viol, des problèmes de ces jeunes filles, des enfants, hein, qui aujourd'hui, on découvre. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression, quelqu'un m'a demandé, est-ce que on a changé de comportement, rien ne va plus au Cameroun, on entend des cas de viol, de pédophilie, etc. Et je dis non, c'est qu'on est mieux informé qu'avant. Il y a les médias, il y a les réseaux sociaux, etc. Et donc, ce qui était caché dans les familles, aujourd'hui, est dévoilé. Mais ça, il y a un problème de gouvernance. Le problème de gouvernance, c'est lequel? Pour quelqu'un, moi j'ai travaillé pendant des années, vous le savez, sur la question des enfants volés, des bébés volés dans notre société. Et on a accompagné plusieurs cas. Et qu'est-ce qu'on découvre? Dans ces situations-là, il faut une police qui est formée. C'est pas le policier qui court après le bandit, qui est celui qui peut traiter des cas de viol d'un enfant, qui peut même savoir comment questionner un enfant pour savoir ce qui s'est passé. Ça nécessite une formation spéciale. On ne l'a pas. Il faut des endroits pour, comment on dit, safety. Hein, pour que quand quelqu'un sécurisé, quand un enfant est en danger, quand une femme battue est en danger, etc., il y a des centres de l'État où cette personne peut aller s'héberger. Ça n'existe pas. Quand ça existe, les conditions pour y accéder sont pas claires, etc. Donc, toutes ces questions, aussi bien dans la prévention, parce que toutes ces questions dont on parle, les viols des enfants, les femmes battues, etc., il y a la prévention, il y a traiter le cas quand ça arrive, et puis il y a protéger les victimes. Cet ensemble de choses n'existe pas au Cameroun, et c'est ça le problème de gouvernance dans notre pays. C'est sur ça qu'on attend Madame la députée, sur ces questions de Merci Madame Kawala. Oui, juste pour dire que, premièrement, la loi encadre toutes ces situations. Et je peux vous dire que dans le monde entier, par exemple, j'entendais les statistiques sur la France. Pratiquement toutes les 5 minutes, une femme meurt battue par son mari en France. On ne va pas comparer ça. Non, attendez, ça c'est des chiffres, c'est des faits. Nivelé par le bas. Qu'est-ce qu'il y a? Chaque fois que vous citez une statistique, on peut comparer à mieux. Madame c'est mauvais ici. Et voilà, nous sommes aussi mauvais. Ne s'arrête pas. Écoutez, ça veut dire qu'il y a la loi qui encadre tout cela. Maintenant, toutes les mesures d'accompagnement qui peuvent aider à ce que ça aille mieux, ça c'est un autre problème. Mais pour moi, ce n'est pas là le problème de gouvernance. Parce que quand il faut prioriser, quand il faut prioriser, par exemple, pour moi, je mettrais en avant les logements sociaux avant le reste, puisque les familles aussi accueillent les personnes en difficulté. Mais nous, on n'a rien, ni logements sociaux, ni centre pour les victimes. Merci. Vous voulez écrire une histoire du Cameroun qui n'existe que dans le... Mais je voulais 2 secondes. Je voulais juste dire par rapport au... on a parlé des jeunes qui veulent avoir des résultats vite là. Je voulais juste ajouter une chose. Parce que aussi les jeunes, ça m'interpelle aussi un peu. Pour avoir déjà eu à encadrer certains jeunes. Il y a un problème avec les jeunes actuellement, c'est que tous les jeunes n'ont pas cet amour du travail bien fait. C'est ça qui bloque. À l'image de leur gouvernement. Ça ne sort pas de nulle part. Voilà, merci madame d'être venue. C'est ici que prend fin ce numéro Equinox Soir, diffusion 23h GMT. Il sera minuit à Berthois.